Cliquez. Craquez. Salut Mathieu. Salut Fabienne. Bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Salut Fabienne. Salut Mathieu, comment il est ? Léla, écoute, très heureux de publier un nouvel épisode sur l'histoire de la Réunion. Oui, tu accueilles au micro de Bas de Carré aujourd'hui Bruno Maillard, docteur en histoire qui est membre du conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Bruno a publié récemment le livre La vie des esclaves en prison. Cet ouvrage montre comment la société réunionnaise punissait les esclaves qui sortaient du rang pour des actes de vol, de marronnage ou encore de rébellion. Et cela avec une question centrale, comment punir des personnes qui sont déjà privées de leur liberté ? Pour y arriver, Bruno s'appuie sur les archives de la justice pour reconstituer la vie de femmes et d'hommes qui n'ont jamais accepté de devenir des objets et toutes les formes de violence qu'il a fallu exercer contre eux afin de les maintenir dans la condition d'esclaves. Ça a l'air fascinant. Cet épisode parle de la prison du temps de l'esclavage, mais pas que. Oui, il donne également le contexte sur l'histoire de la Réunion, qui passe d'une société à esclaves, qui compte moins d'esclaves que de libres, à une société esclavagiste où le nombre d'esclaves est bien supérieur à celui des libres. En tout cas, on espère que vous en apprendrez beaucoup sur l'histoire de notre île et on vous souhaite à tous, chers auditeurs, une bonne écoute. Bonne écoute, zot toutes. Bonjour Bruno, bienvenue sur Bas de Carré. Bonjour Mathieu. Alors je suis très heureux de t'accueillir sur notre média. Pour commencer, je vais te demander, s'il te plaît, de te présenter avec tes mots. On imagine qu'on est sur un vol Paris-Saint-Denis et que tu dois te présenter à la personne qui est assise à côté de toi. Qu'est-ce que tu dirais ? Eh bien, Bruno Maillard, je suis docteur en histoire, je suis enseignant-chercheur à l'université de Créteil et je suis membre du conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. D'accord. De mon côté, j'ai découvert ton travail indirectement à travers le film Ni chaîne ni maître, qui a été réalisé par Simon Moutaïrou. C'est un film qui parle de l'esclavage et du marronnage à Maurice. C'est un film que tu as supervisé sur sa partie historique, c'est bien ça ? Oui, en fait, j'ai supervisé, non, mais Simon, je l'avais rencontré quelques années auparavant, j'avais discuté un petit peu avec lui. En revanche, il me demande assez souvent, par exemple, là, lors de la sortie du film, j'avais été invité sur France 24 pour apporter mon regard d'historien, et lorsqu'il y a des projections du film, eh bien, généralement, je suis invité, comme par exemple là, le 22 mai, je suis invité au cinéma d'Aubervilliers pour une projection débat autour du film, et pour ensuite répondre aux questions du public sur cette thématique de l'esclavage et du marronnage à l'Île-de-France. Et en tout cas, c'est un super film qu'on recommande à nos auditeurs si jamais vous ne l'avez pas vu. Mais aujourd'hui, Bruno, on va parler de ton dernier livre, La vie des esclaves en prison, que j'ai eu l'occasion de lire et j'ai également pu participer à une de tes conférences. Et en fait, depuis que je suis auteur sur Bas de Carré, je ne m'étais jamais demandé quelle était la place des prisons dans des sociétés esclavagistes. Et au-delà de nous apprendre tout ça, ton livre, il nous révèle, grâce aux archives judiciaires, beaucoup du quotidien des esclaves de la Réunion. Alors du coup, ma première question, c'est quelle est l'origine de ce livre ? Pourquoi est-ce que tu l'as écrit ? En fait, j'ai écrit ce livre car dans le cadre de ma thèse de doctorat qui a porté sur la répression judiciaire des esclaves, c'est-à-dire l'instruction, l'arrestation des esclaves, leur passage devant les tribunaux, puis leur condamnation, j'ai constaté, moi, très tôt que la prison avait une place extrêmement importante dans le dispositif répressif, et surtout, puisque l'histoire, c'est quand même la science des faits socio-humains dans la diachronie, surtout sur une temporalité de 80 ans, la prison va même envahir le dispositif répressif. Et non seulement c'est quelque chose qui m'a surpris et qui peut surprendre la communauté des chercheurs, mais surtout c'est un phénomène, au bout du compte, qui ne caractérise pas que l'île de la Réunion. C'est qu'à bien regarder sur les recherches que j'ai déjà fait en parallèle et que je vais poursuivre sur d'autres territoires coloniaux français, à partir du milieu du XVIIIe siècle, il y a cette espèce de métamorphose du système pénal. Donc on voit dans la plupart des colonies
esclavagistes françaises, britanniques, néerlandaises, espagnoles, eh bien, peu à peu, on s'aperçoit que la prison, avec différents mots pour la distinguer, par exemple, à La Réunion, c'est la peine de chaîne pour les esclaves, eh bien, s'impose auprès de la population. Or, ce sujet n'a jamais été véritablement abordé par l'historiographie, que ce soit l'historiographie sur les colonies françaises ou les autres colonies. Alors, dans certains ouvrages, il peut y avoir un chapitre, il peut y avoir une section, mais le thème n'avait jamais été abordé en thème principal. Alors que ce que je montre déjà pour la Réunion, c'est que ce sont des milliers et des milliers d'esclaves qui ont été incarcérés entre 1767 et 1848 dans les différentes prisons de la Réunion. Dans la conférence, tu disais justement que en termes de taux d'incarcération par rapport, si on regarde en pourcentage ou en pour mille par rapport à la population, c'est drastiquement supérieur à ce qu'on connaît aujourd'hui dans nos sociétés françaises. Oh oui, largement. D'ailleurs, au 1er janvier 1847, j'ai trouvé ça dans un rapport sur les prisons de l'île qui a été rédigé par un magistrat, Jules Gélin. Eh bien, il montre que au 1er janvier 1847, il y a 469 esclaves qui sont incarcérés dans toutes les prisons de l'île, mais pour une population totale de 62 000 esclaves, ce qui fait un taux d'incarcération de 7,8 pour 1000. Oui. Et juste par comparaison, pour ce qui se passe dans l'Hexagone au même moment, donc au 1er janvier 1847, il y a à peu près 38 000 détenus en France pour une population de 35-36 millions d'habitants. Okay. Donc on est à peu près à 1,3 pour 1000. Donc non seulement c'est un taux d'incarcération largement supérieur à celui de l'Hexagone, mais c'est surtout effectivement, si on prend ce chiffre dans l'histoire, un taux d'incarcération largement supérieur au taux d'incarcération que connaît la France aujourd'hui. Et pourtant, le taux d'incarcération est très élevé aujourd'hui en France. Ouais. Alors, pour bien comprendre ce sujet, c'est important de donner du contexte. Est-ce que tu peux revenir sur l'histoire singulière de la Réunion ? Alors, mon livre, effectivement, traite de la période 1767-1848, donc les 80 dernières années de la période esclavagiste. On va dire qu'on est à la mi-temps de l'histoire de l'esclavage à l'île de la Réunion, puisqu'il débute dès la fin du XVIIe siècle. Alors, c'est pendant une phase où la Réunion n'est plus une société à esclaves, ce qu'elle a été un temps, c'est-à-dire ce qu'on appelle société à esclaves en histoire, en anthropologie ou en sociologie, ce sont des sociétés où l'esclavage fait partie de la société, mais n'est pas un facteur déterminant de la société. Là, pendant la période que j'étudie, on est bien dans une société esclavagiste, c'est-à-dire où l'esclavage devient un fait prédominant. Au début du livre, en 1767, on doit être déjà à 18 000 esclaves pour 3-4 000 personnes de conditions libres, donc on est déjà pour, on va dire, un libre, il y a 5 esclaves. Et au milieu de la période, en 1830, il y a à peu près 72 000 esclaves pour 30 000 personnes de conditions libres. Et d'autre part, l'esclavage est devenu le facteur de production par excellence. L'esclave, c'est à la fois l'outil de travail, la source d'énergie, la valeur aussi d'une habitation. On ne dit pas plantation, mais habitation. Eh bien, les habitations, on sait qu'un certain nombre de colons sont très endettés. Leur principale richesse, c'est moins la terre que les esclaves. Donc, l'esclave est au cœur. Et pour alimenter donc ces habitations, puisque la Réunion est passée dans une phase pendant cette période de café puis de sucre, c'est-à-dire où on demande à l'île, la colonie, de produire des denrées extrêmement addictives qu'on commence à consommer en Europe et très spéculatives sur le marché. Donc, il y aura une grande phase de café au 18e, puis après une phase de sucre. Et pour alimenter ces habitations, entre autres, eh bien, on va faire appel à un système qui existe, hélas, partout entre l'Afrique et l'Amérique pendant la période que les Européens vont dynamiser, c'est la traite négrière. On estime à peu près qu'il y a entre 150 000 et 160 000 captifs qui ont été déportés à Bourbon de la fin du XVIIe siècle aux années 1830. Alors, pour une grande partie d'Afrique de l'Est, pour 60% à peu près, 30% de Madagascar, 7% d'Inde et 3% à peu près d'Afrique de l'Ouest. On est dans des grandes données. Et donc, ces captifs, vont régulièrement alimenter non seulement ces grandes habitations, mais aussi les petites habitations, car le monde colonial esclavagiste, c'est un monde effectivement d'une élite qui assure ses productions de denrées agricoles très addictives et spéculatives, le café, le sucre, l'indigo, mais aussi un monde
de petites habitations qui, eux, font plutôt de la denrée coloniale, des racines nourricières, du maïs, du blé, etc. Et aussi les villes, hein, on oublie tout le temps, mais il y a des bourgs et des villes pendant la période comme Saint-Denis et Saint-Paul. On est sur la fin de la période à peu près à 15 000 habitants à Saint-Denis. Il y a aussi des esclaves dans les villes. Hein, donc voilà. Quand tu dis des esclaves dans les villes qui sont rattachés aux villes, qui travaillent pour la ville? Non, qui travaillent dans les villes. Parce qu'il y a une population dans les îles. Alors déjà, tu as une population de commerçants et d'artisans. Hein. Il n'y a pas d'industrie dans les colonies puisque c'est rigoureusement interdit par le pacte colonial. L'Hexagone, la métropole, c'est le terme à l'époque, ayant la priorité pour la vente de produits manufacturés et ayant la priorité pour l'achat des denrées agricoles des colonies. En revanche, il y a un artisanat, hein, boucherie, boulangerie, pâtisserie, un peu d'orfèvrerie, maréchaux-ferrand, etc. Donc commerce, artisanat, mais il y a aussi des colons qui ont des grandes habitations, qui vivent dans ces bourgs. Il y a aussi des professions libérales, hein, avocats, notaires, avoués, des huissiers, des médecins, etc. Donc il y a un monde, il y a une ville coloniale qui se construit depuis la fin du XVIIIe siècle. Et ces esclaves, souvent, sont ou domestiques, alors tout ce qui est cuisinière, lavandière, servant, cocher, tout ce dont on a besoin autour de la domesticité. Et puis certains sont, bon, seraient l'équivalent, sont esclaves, hein, de compagnons. Les artisans à cette époque peuvent avoir des compagnons qui les aident. Donc, ce qu'on va appeler très tôt des noirs talents, en sachant qu'ils ont une profession parfois très recherchée. Voilà le monde des esclaves, mais il y a aussi tout un monde dans les ports, hein, ce qu'on appelle des dockers, des esclaves qui sont dockers, donc des professions, des colporteurs, etc. Donc il y a, dès ma période, entre 10 et 15% des esclaves qui vivent dans les villes, à peu près. D'accord. Et du coup, comment est-ce que se place ce système judiciaire, cette prison dans cette société à esclaves? En général, donc les esclaves qui commettent des infractions vont relever de la police et la justice relève plutôt des maîtres, des propriétaires. Donc déjà là, on a une problématique. Comment est-ce que cette problématique est négociée par la société? Alors en fait, dans toutes les sociétés esclaves ou esclavagistes, l'esclave il dépend d'abord au départ de la justice de son maître. Mais j'allais dire au départ et à la fin, au bout du compte, pourquoi? Parce que même, je vais y revenir, s'il y a des lois qui sont adoptées pour, d'une certaine façon, partager la justice des esclaves entre le maître et la puissance publique, il y a une donnée fondamentale à maîtriser, c'est la géographie et l'organisation de ces espaces coloniaux. Les habitations sont souvent des espaces fondés sur l'isolement et l'omerta de surcroît. Donc, les maîtres considèrent au fond qu'ils sont les seuls magistrats de leurs esclaves. Et j'y reviendrai au besoin, mais même après l'adoption du Code noir, donc pour la Réunion, l'édit de décembre 1723, qui partage théoriquement la justice, de nombreux maîtres, jusqu'à l'abolition de l'esclavage, continueront à juger leurs esclaves pour des infractions qui ne relèvent pas logiquement de leur pouvoir, comme par exemple des crimes, considérant que si l'infraction a eu lieu sur leur domaine, entre deux de leurs esclaves, c'est à eux de juger. Bon. En bref, le partage s'est fait à la Réunion à partir du Code noir, le fameux édit de décembre 1723, où là, en toute logique, la puissance publique, c'est-à-dire à Versailles à l'époque, puisque c'est sous l'Ancien Régime, comme les rois de France ont voulu reprendre sur les seigneurs féodaux une partie de la justice, ils vont faire la même chose dans les colonies. Et on va, d'une certaine façon, par ce code noir, distinguer ce qu'on appelle le petit criminel du grand criminel pour les esclaves. En bref, tout ce qui relève des homicides, les meurtres, les assassinats, les empoisonnements, tout ce qui relève des vols qualifiés, vols avec violence, vols avec port d'armes, vols en bande organisée, de nuit, par habitation. Et tout ce qui concerne le grand marronnage, c'est-à-dire la fugue de l'esclave de plus d'1 mois, ça entre dans l'escarcelle de l'État. Désormais, ces infractions ne doivent plus être jugées par le maître. Sauf si le maître, voyez, décide, parce que, encore une fois, il n'y a pas publicité de l'infraction, si elle a lieu, ne donne pas son esclave à la justice. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup de ces infractions ont lieu souvent en dehors de l'habitation. Donc ces esclaves qui sont arrêtés par d'autres colons, par la milice, par la police locale, sont amenés devant l'autorité judiciaire et l'action publique est lancée. Tout le reste est jugé par le maître. Mais même si ce sont les petites infractions que juge le maître, les petits marronnages de moins d'1 mois, les petits vols, les rixes entre les esclaves, etc.,
il faut s'imaginer d'entrée que c'est le gros du contentieux, en fait. Oui, en termes de volume, Ben oui, comme aujourd'hui. bien sûr. Aujourd'hui, il y a plus de petites bagarres, j'imagine, dans les bars, dans la rue, etc., de conflits entre les personnes qu'il y a de meurtres et d'assassinats. Oui. Donc, le gros de la justice, toute cette justice du quotidien, c'est le maître qui la juge, et on la connaît à travers, par exemple, ces colons qui ont laissé, par exemple, des journaux intimes. Je pense par exemple à Les Scoops, qui a laissé un journal intime de 1808 à 1838, où on a trouvé des documents laissés par des maîtres. Je pense par exemple à Desbassins, Montchef Desbassins, qui avait laissé un carnet de ses notes en 1837 de comment il gérait la justice de ses esclaves. Toute une justice du quotidien. Bon. Quand l'esclave rentre dans l'escarcelle de la justice publique, là, il est reconnu par certains aspects comme une personne de condition libre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est jugé comme une personne de condition libre. D'accord. Alors, pendant la période, c'est l'ordonnance criminelle de 1670, puis le code d'instruction criminelle de 1827. En bref, c'est l'ancêtre du code de procédure pénale. Donc, il est jugé de la même façon qu'une personne de condition libre. Il a droit à un avocat, il a droit à un jugement, il peut faire appel, etc. Il est jugé comme une personne de condition libre. Et c'est là que va se jouer ce basculement. Car au départ, comme les maîtres, et on va dire comme le voulait la tradition, les esclaves, par principe, étant reconnus sans dignité, et surtout étant reconnus sans droit de propriété, ne peuvent être condamnés à des peines infamantes. Par exemple, un esclave, vous ne pouvez pas lui retirer ses droits civils. Il n'en a pas de toute façon. Oui. Vous ne pouvez pas le condamner non plus à une peine d'amende. Il n'a pas de propriété. La seule peine qui a été considérée comme valable pour l'esclave, c'est une peine afflictive. Le corps de l'esclave, c'est l'objet lui-même de la peine. Donc, dans la plupart des sociétés esclavagistes, les peines corporelles ont été la sanction infligée, bien sûr, la flagellation. Oui. Ça, c'est la peine type de l'esclave. Dans les colonies esclavagistes françaises ou britanniques ou espagnoles du XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe siècle, les peines de mutilation, par exemple, sont très courantes. On pense au grand marron, les oreilles coupées, le jarret coupé. Mais quand on regarde la jurisprudence des tribunaux de la Réunion au XVIIIe siècle, il n'est pas rare de voir même des sanctions de bras coupés, de mains coupées, de pieds coupés. C'est-à-dire la mutilation est très très forte. Et puis le cas échéant, bien évidemment, la peine capitale, qui est très usée. Le cas du marronnage, en deuxième récidive de grand marronnage, c'est la peine capitale en théorie. Mais pour toute forme d'infraction, vol qualifié, vol avec violence, l'esclave était régulièrement condamné à la peine capitale. Donc peine corporelle pour l'esclave. C'était jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, la peine par excellence que l'on infligeait aux esclaves. D'accord. J'ai appris avec toi que le Code noir, donc, qui a été appliqué à La Réunion à partir de 1723, au final, les colons étaient opposés à ce Code noir. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Ils y sont plutôt opposés. Pourquoi ? Parce que ce Code noir, déjà, il ne crée pas l'esclavage dans les colonies, y compris aux Antilles. Lorsque le Code noir est imposé donc aux colons de la Réunion en 1723, l'esclavage existe au moins déjà depuis une cinquantaine d'années. Ouais. Donc en fait, le Code noir va plutôt légaliser un état de fait. Et surtout, le Code noir, aussi terrible soit ce texte normatif au siècle des Lumières, il impose quand même un peu de droit entre le maître et l'esclave. Ouais. Et sous le contrôle de la puissance publique. L'édit 1723 interdit la mutilation et la peine capitale. Les maîtres n'ont plus le droit, mais on le sait, ils continueront de tuer leurs esclaves ou de les mutiler. Bon, mais il leur interdit. Le Code noir impose aux maîtres quand même une alimentation minimale ou de le vêtir. Le Code noir interdit aux maîtres, par exemple, la vente de l'enfant impubère, de le séparer de sa mère. Bon, même si encore une fois, les colons ne respecteront pas. Et le Code noir, bien sûr, l'article 19, très intéressant, qui permet à l'esclave de porter plainte même contre son maître. Alors, dans un cas très particulier, ce qu'on appelle les traitements barbares et inhumains. Donc, le Code noir impose au maître aussi son évangélisation, même s'il le fera pas, qui fait que l'esclave est quand même reconnu, n'est pas reconnu que comme un objet. Et c'est-à-dire, c'est toute l'ambiguïté de l'esclavage. On le sait. L'esclave, c'est à la fois un objet de propriété et un sujet de droit. D'ailleurs, c'est ce qui caractérise mon esclavage. Et bien évidemment, les maîtres voient dans ce Code noir un moyen pour l'État, pour la puissance publique, d'une certaine façon de contrôler leurs affaires. Et on sait que, d'ailleurs, ils en parlent toujours avec un certain mépris, mais nous on le sait, les historiens dans les archives, qui ne l'appliquent pas.
D'ailleurs, que de fois on a vu dans des ventes des enfants considérés comme impubères. Alors la puberté va changer pendant la période, mais grosso modo, on considère quand même à un moment au minimum que c'est 7 ans. Et on voit régulièrement des enfants beaucoup plus jeunes qui sont séparés de leur mère. Hein. Ok. Donc voilà, c'est un classique. Donc ça, les maîtres, effectivement, ils le voient comme une injonction. Il ne faut pas oublier que le code noir aussi va être enrichi par des textes normatifs. Ce qu'on va appeler à partir des années 1840 le nouveau code noir, en particulier cette fameuse ordonnance de Louis-Philippe 1840 qui va imposer quelque chose d'important, le contrôle des magistrats du parquet sur les habitations des maîtres. D'accord. N'importe quel magistrat pourra, ce qui était interdit avant, pourra débarquer sur une habitation et vérifier comment le maître traite ses esclaves. Et ça, ils vont le voir d'un très mauvais œil. Ouais, je comprends. C'est leur côté, pour reprendre des termes qui sont pas mal à la mode aujourd'hui, libertaire qui a attaqué. Complètement. Faut pas oublier que le processus de colonisation, c'est pas un processus de civilisation, c'est un processus capitaliste, surtout Ouais. pour la période du XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe siècle. C'est un processus d'exploitation, d'enrichissement. Voilà, on ne vient pas pour évangéliser, ça c'est le discours qui est derrière. Hein. Dans Ouais. mon livre, je consacre une partie que j'appelle bien évangélisation de l'imaginaire et contre-culture carcérale. C'est un processus d'exploitation et les capitalistes voient toujours d'un très mauvais œil l'intervention de l'État dans leurs affaires. Hein, pour eux, c'est toujours une ingérence illégitime. Ouais. Tu nous as dit tout à l'heure que les peines étaient infligées sur le corps des esclaves. Alors pourquoi est-ce que à La Réunion, on voit des peines d'emprisonnement à partir de 1767 jusqu'en 1848? Qu'est-ce qui fait qu'on bascule du coup d'un châtiment corporel à une peine d'emprisonnement? Alors, comme toujours en histoire, il y a toujours plusieurs facteurs pour expliquer un phénomène. Alors, le premier des facteurs, je pense, c'est pas forcément dans son importance, mais il faut bien les classer. Il y a des magistrats qui viennent de l'Hexagone et qui, lorsqu'ils s'installent et qui prennent leurs fonctions, donc des magistrats qui exercent, alors à la juridiction royale, c'est la juridiction de première instance et au Conseil supérieur, on le voit très rapidement dans les jugements, déjà constate que ces peines corporelles ou capitales ne servent à rien. La récidive est extrêmement importante et il le voit comment? Il le voit bien pour le marronnage. Il voit qu'il juge les esclaves qui ont des oreilles coupées, qui ont des dos lacérés, qui ont subi des peines et que ces peines n'ont aucune efficacité. Et la justice pénale, on est quand même au siècle de l'utilitarisme au XVIIIe, avec les théories de Bentham, par exemple. On commence à chercher à avoir une justice, vous voyez, pas forcément qui vise, on va dire, à l'amendement, quoique c'est quand même une des ambitions depuis toujours de la justice, ni à la réintégration, ces esclaves dans la société, mais d'une justice au moins qui puisse servir à quelque chose. Au moins, cette justice puisse les traiter, on va dire, c'est-à-dire qu'ils puissent ensuite ressortir de cette peine en n'ayant plus envie de récidiver. Bon. Donc, il y a une prise de conscience de l'inutilité des peines corporelles et capitales. Et d'autant plus qu'en France, il y a cette métamorphose. Le milieu du XVIIIe, je reviens pas sur l'œuvre de Michel Foucault, Surveiller et punir, qui a bien montré comment il y a une bascule, où il y a aussi des peines corporelles très importantes en France pendant cette partie. Et on voit comment la peine de galère est supprimée en 1848, devient la peine de bagne dans les bagnes portuaires. Des peines donc d'emprisonnement pour les vagabonds, pour les mendiants, pour les prostituées dans les dépôts de mendicité, des peines de réclusion qui remplacent anciennement des peines. Voilà, on voit vraiment une métamorphose. Bon, donc premier élément. Deuxième élément, je pense, ça vient des colons eux-mêmes, qui a une prise de conscience. Alors, sans doute avec l'accroissement du prix de l'esclave au XVIIIe siècle. C'est un long processus, mais qui fait que l'esclavage, ça coûte cher. On oublie de le dire. C'est rentable à un moment, mais il faut pas oublier qu'un esclave, quand vous l'achetez, vous dépensez de l'argent. Et compte tenu que vous devez assurer son entretien, eh bien, il commence à vous rapporter de l'argent plusieurs années après. Parce que le coût de départ, même si vous ne payez pas votre esclave, fait que vous commencez à rentabiliser votre esclave au bout de la 4e année, sans doute. Ouais, c'est un investissement, c'est considéré comme un actif. C'est un investissement. Et donc, les maîtres constatent que leurs esclaves, lorsqu'ils commettent des infractions, lorsqu'ils reviennent, par exemple, lorsqu'ils ont été sanctionnés par la puissance publique, je reviens souvent sur la flagellation. 30 coups de fouet peuvent tuer un homme, même 10. Le chabou qui est utilisé, c'est un nerf de bœuf. Vous voyez, ça peut atteindre la moelle épinière de la colonne vertébrale, ça peut laisser des handicaps très forts. Les mutilations, c'est la même chose. Et qu'en fait, les peines corporelles, on va dire, elles atteignent en fait le bien. Vous voyez, elles altèrent
l'efficacité du bien. Et que eux-mêmes, voilà, sont parfois très mécontents. Vous voyez, de la restitution de ces esclaves, ils passent parfois par les hôpitaux, ce qui a un coût aussi. Hein. Quant à la peine capitale, le problème, voilà, il y a une détérioration. Voilà, c'est une destruction du bien. Certes, la puissance publique indemnise le maître, mais rarement à la hauteur de l'achat. Hein. Et donc, il y a une prise de conscience que, voilà. Troisième élément, chez les maîtres aussi, il y a ce qu'on appelle les réquisitions. Hein. C'est-à-dire que la puissance publique a le droit de réquisitionner plusieurs jours par an les esclaves des maîtres pour les grands travaux publics de la colonie. Et qu'ils voient à travers la condamnation de ces esclaves dans les prisons, c'est pour ça qu'on va payer la peine de chaîne, j'y reviendrai pour les esclaves, qui forcément est une peine d'emprisonnement conjuguée à des contraintes et en particulier un travail forcé, eh bien ils vont considérer à un moment effectivement que ces esclaves qui sont incarcérés, eh bien, éviteront les réquisitions, ce que l'on constate au même moment. Hein, les réquisitions annuelles. Désormais, ce sont les esclaves qu'on a la peine de chaîne qui exerceront ces travaux forcés dont a besoin la puissance publique. N'oublions pas que ces colonies sont en construction. Il faut construire les routes. Par exemple, la Réunion, pendant toute la période, il y a la route royale qui ceinture l'île. Il y a des ponts à construire. Il y a les ports à construire et reconstruire, les bassins à curer. Il n'y a pas de rade naturel à Bourbon. Voilà, il y a plein d'infrastructures, des bâtiments publics. Et on va utiliser les esclaves de l'atelier colonial, donc ces esclaves qui appartiennent à la puissance publique, et les esclaves des prisons pour participer à ces travaux. D'accord. Oui, parce qu'on a en fait un paradoxe avec la prison, c'est qu'elle est censée priver de liberté une personne qui est libre. Or, comme tu l'as dit, dans le cas des esclavisés, ils sont considérés comme, je cite, un bien mobilier ou un animal, donc l'opposé d'une personne libre. Donc, est-ce qu'en conséquence, ils ont des conditions d'incarcération qui sont plus difficiles ou qui sont différentes des hommes libres? Est-ce que les hommes libres devaient aussi faire tous ces travaux-là dont tu parlais? Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un débat, hélas, en France, qu'on n'a toujours pas refermé. Est-ce que la prison, c'est uniquement la privation de liberté, la privation de la liberté d'aller et venir? Et c'est un débat qui existe depuis moins 400 ans. Hein. Certains considèrent qu'effectivement la prison ne devrait être que la privation d'aller et venir. Et qu'en ce cas, dans les prisons, déjà, les personnes devraient être enfermées dans une cellule individuelle qui pourrait exercer l'activité de leur choix, qui pourrait avoir effectivement un droit de visite aussi important que cela leur permettrait d'entretenir le lien familial, etc., etc. Et puis, il y en a d'autres qui ont toujours considéré que la prison, ça doit être plus que la privation de la liberté d'aller et venir. C'est un vrai débat. On sait que sur la condition carcérale aujourd'hui, on voit bien que pour certains, grosso modo, être en prison, c'est pas seulement la rupture de liberté d'aller et venir. Il faut aussi qu'il y ait un peu de souffrance là-dedans, on le voit. Pour les esclaves, d'entrée, la question ne se pose pas. L'esclave, sur le principe, il est privé de sa liberté d'aller et venir. C'est justement ce qui fait un esclave. C'est que la première des libertés, c'est que le maître vous demande de faire ça ou ça, vous devez le faire. Vous devez être toujours sur le domaine du maître. C'est à lui qui vous donne l'autorisation de le quitter. Donc pour l'esclave, bien évidemment, on n'envisage pas la prison comme une privation de la liberté d'aller et venir. Et comme pendant la période que j'étudie, il y a le grand débat sur les prisons et on va dire les réactionnaires qui traitent de ce sujet ont déjà une vision de ce qu'on appelle la loi des reins des prisons, c'est qu'ils considèrent que la condition du détenu doit être toujours pire que la condition, on va dire, la plus basse du citoyen à l'extérieur de la société. Alors, par exemple, au XIXe siècle, c'est très intéressant, c'est l'ouvrier. Hein, c'est l'ouvrier dans les villes qui, effectivement, en Europe de l'Ouest, connaît des conditions vraiment extrêmement dures. Alors, bien évidemment, dans les colonies esclavagistes qu'on étudie, nous, c'est ce qu'on appelle le nègre de pioche, le noir de pioche. Hein, c'est celui qui travaille sur les grandes habitations, c'est vraiment la condition sociale la pire. Et c'est ce qui fait que pendant la période que j'étudie, il va y avoir effectivement une opposition, et c'est d'ailleurs ce qui crée tout l'intérêt de l'objet, entre ces administrateurs et ces magistrats qui viennent de l'Hexagone, avec un certain nombre de principes qu'ils ont rencontrés dans les livres qu'ils ont lus, ou dans les débats qu'ils ont eus, les conférences qu'ils ont vues peut-être dans l'Hexagone pendant la même période, autour d'une prison, on va dire, idéale, et les intérêts défendus par les maîtres, car les maîtres vont accepter effectivement cette bascule, mais l'idée forte, c'est de dire, voilà, il faut que les esclaves qui entrent dans ces prisons aient une condition pire que celle sur notre habitation. Sinon, pour eux, ce ne sera pas une peine. Et donc, bien évidemment, les maîtres qui exercent la politique,
Alors, ils exercent comment? Ils ont toujours une tactique très forte. Les maîtres, ils font de l'entrisme. C'est-à-dire, déjà, dans l'Hexagone, ils ont un lobby extrêmement fort. On sait, pendant la Révolution, le poids du code massiaque, par exemple. Il y a un cercle de colons qui se réunit, qui influe sur le ministère de la Marine et des Colonies. Ils ont aussi des représentants dans les différentes assemblées. N'oublions pas, dans les villes portuaires, par exemple, les colons entretiennent du lobbying à travers leurs partenaires, les négociants marchands, par exemple. Et puis certains, faut pas oublier, il y a des colons qui sont élus dans les grandes chambres. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi des propriétés dans l'Hexagone. Donc même dans le cadre du suffrage censitaire sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, vous avez des aristocrates des îles qui sont élus dans ces chambres. Et dans les colonies, on leur a toujours créé des instances pour eux. Pendant ma période, elles vont prendre différents noms. Par exemple, la commune générale sous l'Ancien Régime, c'est une assemblée qui les représente. L'assemblée coloniale pendant la Révolution, le conseil colonial sous la Monarchie de Juillet. Souvent, ce sont des assemblées élus au suffrage censitaire, c'est les plus riches colons de l'île, donc tous esclavagistes quasiment. Et ces colons, dans leurs assemblées, non seulement peuvent exprimer leur opinion, mais même parfois, ils peuvent influer sur la politique du gouverneur. Et donc, ces intérêts partagés par les colons, ils vont les imposer aux administrateurs dans la gestion des prisons. D'où cette singulière répression carcérale que je traite dans cet ouvrage. Et singulière pour ne pas dire catastrophique, puisque ces esclaves vont vivre une expérience des plus, on va dire, insondables, une expérience sociale insondable, que ce soit dans l'alimentation, dans l'hygiène, dans le sommeil, dans le travail, vont vivre une expérience, encore une fois, des plus brutales. Et tout à l'heure, tu parlais de peine de chaîne. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est ça. C'est qu'en fait, comme l'esclave, c'est l'esclave, pendant la période, on voit quand le code pénal est imposé dans la colonie, on voit des peines apparaître comme la peine d'emprisonnement pour les personnes de condition libre. Il y aura même la peine de gêne, la peine de réclusion. On peut pas, l'esclave, le condamner à une peine, vous voyez, une peine comme une personne. Donc pour l'esclave, on va créer une peine avec un nom particulier qu'on appelle la peine de chaîne. Et effectivement, pour symboliser au mieux cette peine de chaîne, mon ouvrage, le choix d'illustration, c'est une aquarelle peinte par Jean-Baptiste Dumas, qui est un ingénieur des ponts et chaussées qui exerce à Bourbon entre 1726 et 1732. Et cet ingénieur des ponts et chaussées va passer ses week-ends à peindre des esclaves dans les rues de Saint-Denis. Il va peindre des aquarelles qui sont pas sur le plan esthétique de très grandes peintures, mais qui ont au moins l'intérêt de restituer les choses comme elles l'étaient. Vous voyez, lui, il a peint les esclaves comme il les a vus. Et il a peint plusieurs chaînes de noirs qui travaillent dans la rue. Et on voit bien que ce qui réalise la peine, c'est évidemment cette fameuse chaîne qui reliait deux esclaves avec un collier de fer et qui renvoie, alors non seulement, bien évidemment, à la bestialisation de l'esclave. Ouais. Ça rappelle le collier de joug des bêtes de somme qu'on utilise à la campagne pendant la période. Et surtout, on voit à travers ces peintures leur extrême indigence. Ils sont vêtus de l'engouti, ils sont pieds nus, puisque ce qui caractérise l'esclavage, l'esclave n'a pas le droit de porter des chaussures. C'est ce qui va le distinguer de la personne de condition libre au premier regard. Donc on voit bien cette indigence de ces personnes qui, encore une fois, sont condamnées à des peines dans des prisons, mais qui ne peuvent pas être des peines d'emprisonnement comme les personnes de condition libre. D'accord. Et combien de temps dure une condamnation, une peine? Est-ce qu'après, ils peuvent revenir donc dans leurs habitations? L'image dont tu parles, elle est très claire. On voit que c'est quelque chose qui a l'air aussi de faire mal à porter ce collier qui peut être lourd. Donc, est-ce que ça ne va pas blesser ces personnes avant qu'elles retournent dans leurs habitations? Donc, combien de temps durent ces peines et après, comment se passe ce retour aux habitations? Est-ce que tu as des éléments à nous dire sur ça? Ah oui, c'est une très bonne question et ça peut surprendre le lecteur. J'ai constaté que les peines d'emprisonnement des esclaves, alors on va dire la peine de chaîne, étaient largement et proportionnellement beaucoup plus courtes que celles des personnes de condition libre. On revient encore une fois au double statut de l'esclave. Les colons ont accepté bon gré mal gré la peine de chaîne pour leurs esclaves, mais il faut que la peine soit courte. J'insiste encore une fois, quand l'esclave est incarcéré, c'est autant de jours, de semaines, de mois ou d'années où il ne travaille pas au profit de son maître et de richesses escomptées sur le travail de l'esclave que le maître va perdre. Donc les peines, en fait, pour, on va dire, ce que j'appelle l'oligarchie coloniale, qui est constituée de ses maîtres, de ses colons, pour la plupart grands propriétaires d'habitations, et ses hauts fonctionnaires métropolitains, cette oligarchie coloniale, va considérer qu'il faut que la peine soit plus courte, mais plus dure. Voilà, ça va être ça, l'idée. Donc on voit par exemple pour le grand marronnage, c'est vrai,
on est sur des peines qui vont entre 2 et 4 mois. D'accord ? Alors, il faut savoir que dès que l'esclave est arrêté en bande, s'il est organisé avec port d'armes, s'il est soupçonné en plus d'avoir volé, etc., il peut avoir une peine beaucoup plus longue. Mais on est sur des peines, effectivement, alors j'aurais pas de moyenne, parce que vous avez quand même des esclaves parfois qui sont condamnés à perpétuité. Ceux qui commettent des assassinats, par exemple, ou des atteintes sur les personnes de condition libre. Mais je vous reconnais, ils sont statistiquement peu nombreux. Le gros, c'est quand même les grands marrons, condamnés entre 2, 4 à 6 mois, ou des esclaves condamnés à des peines de vol, parce que c'est le gros esclave incarcéré, du vol d'aliments, beaucoup. Les esclaves volent des volailles, ils volent du riz, ils volent du maïs, ils volent des couvertures, ils volent de l'huile, ils volent des bougies, ils volent du bois, parce que leur maître ne leur fournit pas les produits de première nécessité, que le code noir les oblige. Et donc, eux ont des peines qui vont entre 6, 1, 2 ans, 3 ans de chaîne. C'est la moyenne. Et puis, quelques-uns, effectivement, qui ont des peines très longues. Encore une fois, cette peine de chaîne, c'est une expérience physique, psychologique extrêmement dure. D'ailleurs, je consacre un chapitre sur la santé. Le taux d'hospitalisation est très élevé dans les hôpitaux. Les esclaves souffrent de différentes maladies qui peuvent rencontrer sur l'habitation de leur maître, mais je dirais en pire. D'autant plus, par exemple, que toutes les maladies pulmonaires qui existent à l'époque, elles portent différents noms. Donc, la tuberculose, par exemple, sous d'autres noms, qui était présente, qui est une maladie avec un virus qui se transmet par voie orale et aérienne. Alors, comme il y a une grande concentration d'esclaves dans les prisons le soir, voilà. Le choléra, par exemple, il y aura des épidémies. Les gastrites, les cholériques, l'eau est d'une très mauvaise qualité dans la prison. Il y a des bactéries qui se transmettent par l'eau. Donc, les blessures aux pieds, j'en ai trouvé souvent. Les esclaves sont pieds nus, donc ils travaillent, etc. Il y a même des épidémies de gale. Donc, les esclaves, effectivement, sont souvent... c'est difficile à estimer s'ils sont plus ou moins malades que sur l'habitation de leur maître, parce que les maîtres n'envoient pas leurs esclaves à l'hôpital. Ça coûte trop cher. Oui. Mais là, on a une donnée, on voit bien un petit peu que ces esclaves sont malades. Bon, je ne parle pas non plus de la fatigue physique qui est imposée, la malnutrition. Donc voilà, c'est une expérience redoutable, sans compter ce port de chaîne, effectivement. Donc à plusieurs reprises, j'ai trouvé des rapports de médecins qui parlent d'ulcères autour du cou, par exemple, ou de blessures courantes. Il ne faut pas oublier que La Réunion, c'est une île tropicale, humide, l'été, on le sait, entre octobre et mars. Parfois, les températures montent très très haut, ils travaillent dans la rue, et bien entendu, ça ne favorise pas effectivement tout ça, une bonne santé pour ces esclaves. Depuis le début de notre échange, on parle indifféremment des hommes et des femmes. Est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes en prison ? Et est-ce qu'on constate des différences de traitement entre les deux genres ? Alors, il y a des femmes aussi qui sont incarcérées, mais il faudrait faire une étude de genre plus approfondie. J'aborde dans une section donc la place des femmes. Alors, elles sont moins nombreuses comme dans l'Hexagone, en fait. D'ailleurs, les femmes sont moins nombreuses devant les tribunaux de droit commun que les hommes. On est toujours sur un rapport 90% hommes, 10% de femmes. Bon, on le sait, ça a été analysé. Les femmes vont avoir des tactiques de résistance qui ne seront pas les mêmes que les hommes, y compris chez les esclaves. Pourquoi ? Parce que les enfants sont à leur charge. D'ailleurs, on voit bien sur les habitations, la place du père n'existe pas, puisque les esclaves, encore une fois, quand ils naissent, ils appartiennent au maître, mais on reconnaît la place de la mère, en revanche. Et encore une fois, le code noir interdit la séparation de l'enfant de sa mère. Donc, il y a une relation forcément forte entre l'esclave enfant et sa mère. Donc, elles ont d'autres tactiques. Ça ne veut pas dire qu'elles ne commettent pas d'infraction. Elles sont peut-être plus discrètes que les hommes, travailler peut-être plus individuellement, donc ce qui facilite aussi la commission des infractions. Il y en a quand même en prison. Donc, pendant la période que j'étudie, je dirais entre 5 et 10%. Alors, idem, on est dans des sociétés coloniales esclavagistes où l'esclave est indifférencié. La désexualisation, ça fait partie. Au fond, on voit arriver ces mass-services sur l'habitation. On peut mettre une femme à couper la canne et on peut mettre un homme à la cuisine. Ça pose pas de problème pour le maître. D'accord. Donc, alors, elles sont dans les mêmes prisons que les hommes, ce qui est étonnant. Puisque dans l'Hexagone, depuis la Révolution française, on se bat vraiment pour une rigoureuse séparation, elle est mise en place. Certes, dans un bâtiment, pour le soir à part, les femmes dorment dans un bâtiment séparé, mais dans la journée, elles côtoient au quotidien les hommes. Alors, comme on est dans une société très patriarcale, vous voyez, avec un regard, on va consigner les femmes à des tâches, vous voyez, lesquelles on les consigne. La cuisine, la lingerie, l'infirmerie. Et comme on considère qu'elles sont plus faibles, en revanche, il y aura des cas, mais on les enchaîne moins pour les faire travailler dans les rues. Bon, ce que je montre quand même, c'est que la place de la femme esclave est déjà très fragile sur une habitation, elle est encore plus dans une prison. Donc elle peut être sujette évidemment à toutes les violences commises par les autres esclaves, mais surtout ce que je montre du personnel,
car en fait, ceux qui commettent le plus de viols sur les femmes esclaves, c'est les personnels de la prison, et y compris même les concierges qui n'hésitent pas à violer parfois des femmes esclaves incarcérées. Dans tout travail d'historien, les sources ont une importance capitale. Sur quelles archives ton livre s'appuie? Lorsqu'on travaille sur l'histoire de la prison en France, on s'appuie sur les archives, bien sûr, laissées par les personnes qui ont administré les prisons, les concierges, les directeurs. Ils laissent des registres d'écrou, ils laissent de la correspondance, ils laissent des rapports. Bon, ça, ces sources sont très très rares à La Réunion, tant aux archives de La Réunion qu'aux archives nationales d'outre-mer d'Aix-en-Provence. Et les archives coloniales sont à Aix-en-Provence. Bon. Elles sont très peu nombreuses, il y a des cartons, il y a des choses, mais on sait qu'une partie de ces archives à La Réunion ont été détruites, volontairement ou involontairement. Faut pas oublier, moi, l'usure non plus. Ces archives parfois ont été mal conservées. Il y a quand même des registres d'écrou, il y a quand même un peu de correspondance. Il y a aussi les archives traditionnelles qui sont laissées par, on va dire, les grands administrateurs. Alors à La Réunion, pendant la période, il n'y a pas de préfet, mais il y a ce qu'on appelle un directeur d'intérieur, un ordonnateur. Donc ils sont amenés à visiter les prisons, à faire des rapports. Les magistrats aussi sont très très présents. Donc il y a toute une correspondance. Ensuite, il y a deux acteurs que je trouve intéressants de citer qui ont laissé des sources qu'on oublie un peu. Ce sont d'une part les médecins, ou les chirurgiens, parce qu'il y a les chirurgiens et les médecins, qui devaient faire des visites hebdomadaires ou mensuelles dans les prisons. Et ils ont laissé des rapports, alors qui sont sur Aix-en-Provence, par exemple, où ils laissaient des rapports sur l'hôpital, et ils intégraient parfois quelques pages sur les prisons qu'ils allaient visiter. Donc ça, ces hommes, non seulement observent la santé, mais aussi le quotidien. Autre source intéressante, ce sont les prêtres. Pendant la période à La Réunion, il y a eu deux grandes congrégations qui ont eu le monopole, les lazaristes et les spiritains. Et ces prêtres, qui sont d'une part des lettrés, qui sont des observateurs aussi de l'esclavage, viennent pour évangéliser très peu, en fait, au bout du compte, puisque les colons, ils sont plutôt opposés. Mais ils interviennent aussi dans les prisons. C'est leur rôle. Les esclaves, même dans les lieux publics, doivent être évangélisés. Donc il y a des aumôniers qui ont laissé des archives, qui ont été des observateurs. Et souvent, c'est bien parce que ce sont des sources assez critiques. Eux ont libre parole, ils ne relèvent pas de l'administration. Parfois, des textes très critiques sur la manière dont ils sont, voilà. Alors, source fondamentale à mes yeux, et c'est pour entrer dans cette approche subalterniste, l'histoire par le bas, l'history from below. Car au fond, mon livre n'est pas une histoire de l'institution de la prison. C'est une histoire du vécu de ces esclaves, comment ils ont fait pour surmonter cette détention et comment ils ont fait aussi pour s'en échapper, puisqu'il y a tout un chapitre sur les évasions. Donc, source que j'ai privilégiée, moi, c'est la parole des esclaves à travers les interrogatoires. J'y reviens. Les esclaves, lorsqu'ils commettent une infraction, sont considérés ponctuellement et partiellement comme des sujets de droit, et ils peuvent être interrogés par des juges d'instruction qu'on appelle les lieutenants du juge. Et de ces interrogatoires, ils parlent de leur vie au quotidien. Alors, j'ai beaucoup utilisé les interrogatoires des esclaves évadés, qui ont été repris ensuite, qui parlent de leur vie dans les prisons et de leur évasion, bien évidemment. Okay. Et ce qui est intéressant dans cette approche, c'est que ça permet d'avoir un autre regard, d'où la vie des esclaves dans les prisons, comment les esclaves ont vécu cette incarcération et non pas comment les colons et les administrateurs ont imposé l'incarcération. C'est comment eux vivent ce système d'incarcération et surtout comment déjà ils le surpassent par toutes les tactiques individuelles et collectives qu'ils développent, ces espèces de tactiques de survie, de débrouille. Je le montre à travers, par exemple, l'alimentation, les breads qu'ils ramassent lorsqu'ils travaillent à l'extérieur ou certains fruits, les échanges qu'ils font dans les bazars, dans les villes, avec les commerçants, les vols aussi d'aliments qu'ils commettent pendant qu'ils travaillent, parfois au vu et au su de l'administration qui est désespérée, et toute cette culture d'entraide à l'intérieur de la prison, ces expressions culturelles qu'ils maintiennent, le cas du Tchega par exemple, le tabac joue un grand rôle, des expressions main spirituelles, et puis pour certains aussi, les tactiques individuelles et collectives qu'ils développent pour surpasser et sortir de la prison. Car on s'évade autant ou plus dans les prisons qu'on s'évade du domaine du maître. Ah oui, d'accord. Et le marronnage est au cœur de la prison. Ouais. Est au cœur. D'ailleurs, un esclave qui s'évade, c'est un marron. Alors, on dit évadé marron ou marron évadé, de toute façon, c'est la même chose, puisqu'au fond, il n'accepte pas l'autorité de tutelle. C'est plus le maître, là, c'est le concierge qui dirige la prison. D'ailleurs, c'est pour ça, dans le chapitre sur les évasions, je montre que les grands marrons sont souvent à l'origine. Cette culture de la liberté qu'ils entretiennent sur le domaine de leur maître, bien évidemment, ils l'entretiennent dans les prisons, ils la communiquent, ils la transmettent même à un certain nombre d'esclaves, et ils sont souvent à l'origine de ces évasions. Je pense que c'est vraiment important d'insister sur ce point, que dans l'histoire de l'esclavage, on ne peut s'appuyer que sur les archives qui ont été laissées et produites
par les colons. Or là, en fait, on a la voix des esclaves qui est écrite et conservée dans ce cadre judiciaire. Et c'est vraiment ultra précieux parce que il y a des dépositions, je pense qu'on peut appeler ça C'est comme ça. ça, qui sont laissées. Ce qui m'a marqué, c'est que ça nous permet d'en savoir plus aussi sur le quotidien de ces personnes quand elles sont sur les habitations. Est-ce que tu peux réexpliquer comment est-ce qu'on arrive à savoir ça et qu'est-ce qu'on apprend un peu sur leur vie quotidienne? Oui, alors c'est bien que tu aies dit la déposition. En fait, il y a 2 types de paroles d'esclaves dans les archives judiciaires. Il pourrait même y en avoir 3, mais je peux même y revenir. Alors la première, c'est lorsque l'esclave est inculpé ou accusé. Donc là, il est interrogé en tant qu'inculpé ou accusé, ce qu'on appelle, alors le document type, c'est l'interrogatoire, mais l'esclave peut être aussi témoin. Ah oui. Oui, il peut être Oui, aussi oui. témoin, et d'ailleurs dans des affaires, on a beaucoup de témoignages d'esclaves, et donc là, c'est bien une déposition, et on a même parfois des confrontations. Vous voyez, des procès-verbaux de confrontation entre des esclaves accusés et des esclaves témoins, ou des confrontations d'esclaves accusés ou de personnes de condition libre. Donc on va dire 3 archives judiciaires où la parole de l'esclave va émerger. Alors encore une fois, certains vont me dire ouais, mais ce sont des paroles qui sont organisées par le juge, c'est lui qui pose les questions. Oui, je suis d'accord. Mais on utilise ces archives judiciaires pas forcément pour faire une histoire judiciaire. Tout le monde ment devant les juges, j'ai envie de dire, pour se défendre. Oui. C'est normal, vous voyez. Mais ce qui est intéressant, c'est que les juges, par leur méthode d'interrogatoire, eh bien, vont pour rassurer que ce soit les accusés ou les témoins, les rassurent souvent en leur posant des questions de leur vie quotidienne. C'est un classique. Vous voyez, ce qu'on appelle l'interrogatoire par circuit. Le juge va vous poser une question sur votre quotidien pour vous rapprocher de l'affaire. Il va vous dire tenez, qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là? Et là, la personne va raconter son quotidien. Je me suis levé à telle heure, j'ai mangé ceci, puis j'ai commencé à travailler à telle heure. Nous, on voit avec les esclaves, ils racontent leur vie au quotidien. Et cette parole est fondamentale. Mais pourquoi? Parce que l'esclave n'a aucun intérêt à mentir, là. Et ce sont souvent des archives, effectivement, qui ont été peu utilisées par des historiens. Pourquoi? Parce que beaucoup d'historiens considèrent que cette histoire sociale des subalternes, comme d'ailleurs ça peut être le cas des ouvriers en Europe de l'Ouest, comme les femmes, par exemple, les personnes qui sont enfermées dans des hôpitaux, des soldats, voilà, toute cette vie sociale des subalternes, pendant longtemps, elle n'intéressait pas les historiens. On dit dans une histoire, on va dire, des grands hommes politiques. Vous voyez, sur l'esclavage, alors là, on a bien étudié l'histoire des abolitions, les grands débats dans les assemblées, le rôle des sociétés des Amis des Noirs, les sociétés abolitionnistes, leurs débats, etc. Ça a été étudié. Mais c'est vrai, on a moins utilisé, on en cherche moins à étudier la vie des subalternes au quotidien. Ça intéresse moins, vous voyez. Hein. Moi, ça m'intéresse en tout cas. Et là, effectivement, on apprend des choses extraordinaires, car c'est la vie des esclaves dont le maître n'a jamais parlé parce que ça ne l'intéressait pas. On apprend à la Réunion, dans mon livre, Ma libresse sans phare qui ressort en poche là en avril. Alors là, je traite de ce quotidien là. On apprend que les esclaves le matin peuvent faire du café à la Réunion, boire du café et manger du riz. Vous voyez, le riz chauffé réunionnais, c'est sans doute le riz de la veille. On mange du riz le matin. Ils vont travailler leur petit lopin de terre qui est à côté de l'habitation, nourrir leurs cochons. On sait que sur les grandes habitations, il y a des femmes, par exemple, qui apportent leur enfant impubère, puisqu'ils ne travaillent pas, à ce qu'on appelle une nénène qui va être sur l'habitation, qui peut être enceinte, par exemple, et qui ne travaille pas, et qui va s'occuper des enfants. Et puis, le soir, effectivement, après la journée de travail, il y a des groupes de pères, d'esclaves qui se réunissent par lien d'affinité, amicaux, de famille, etc., sur l'habitation ou en dehors. Les circulations se font d'esclaves qui ont des concubines sur une autre habitation. Il y a toute une circulation. Ils mangent ensemble, par exemple. On a effectivement, même à travers des illustrations dont on a de Potémon, par exemple, on voit bien cette marmite de riz qui cuit le soir, la morue qu'on fait griller, le rougail qu'on commence à faire. Et puis, pourquoi pas des expressions musicales. On le voit aussi dans nos archives. Le bobre, le roulaire, le kayam sont des instruments qu'on voit apparaître dès les années 1820. Et tout ça nous donne une vision de ce qu'un historien, John Blasingham, dans son livre très ancien, de 1972, qui s'appelle The Slave Community, qui a utilisé lui aussi les slave narratives et l'anthropologie aussi, appelle le monde parallèle des esclaves. Ce monde que, au fond, encore une fois, les maîtres, les administrateurs n'ont pas pu voir dans les archives qu'ils ont laissées.
Oui, et puis ils vont pas laisser ça dans leurs journaux intimes. Très peu où ils vont en parler, mais ils vont en parler sans insister. Par Ok. exemple, on sait dans le journal de l'Escoube, il parle par exemple des badinages qui ont lieu le samedi soir sur son habitation, qui l'autorisent. Mais lui, il rentrera pas là-dedans. De sa maison du maître où il a dormi le soir, il a entendu du bruit. Il parle de badinage, il parle de bruit, etc. Mais ce qu'il ne sait pas, ce qu'on a vu dans les archives judiciaires, par exemple d'un procès que j'avais trouvé d'un meurtre d'esclaves en 1821 qui a eu lieu pendant une de ces soirées. Et là, il y a eu une quarantaine d'esclaves qui ont témoigné. Ils ont raconté, moi, la soirée. Ils ont raconté que certains avaient amené des roulers, d'autres avaient ramené un bobre, et qu'ils ont dansé, qu'ils ont chanté, qu'ils ont mangé du riz. Ils ont même fait du café un peu plus tard dans la soirée. On apprend tout ça. Ça, effectivement, certaines archives ne lui apportent pas. J'insiste bien, il ne s'agit pas de remplacer les archives par d'autres, hein. Non. Les archives, d'ailleurs, les archives des maîtres, les archives des administrateurs, il faut les relire. Parce qu'encore une fois, les sensibilités d'une génération d'historiens à l'autre ne sont pas les mêmes. Et il y a sans doute des choses qui ont échappé aux historiens parce qu'ils cherchaient des choses en lisant les archives qu'on ne cherche pas aujourd'hui. Et on redécouvre en relisant des archives des choses qui ont été un peu négligées à une époque. Merci beaucoup Bruno. On a parcouru le temps de notre interview, ton livre. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter sur ce sujet? Alors, pas grand-chose, puisque j'ai bien montré effectivement que c'est une histoire que je privilégie, une histoire par le bas, Ouais. une histoire où les esclaves ne sont pas que des objets, ne sont pas que des passifs, et que les esclaves, eh bien, ont su préserver ce qu'on appelle leur agency, leur agentivité, ça a été traduit, leur faculté, capacité d'agir, aussi violent soit le système esclavagiste. Le système esclavagiste, j'insiste, c'est de la violence au quotidien, physique, morale, psychologique, symbolique. Eh bien, c'est ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'ils ont su entretenir, préserver, transmettre ces facultés, ces capacités d'agir pour préserver leur humanité. Effectivement, c'est ça. Leur humanité, celle de leurs proches, leur intégrité physique et morale, leur dignité, leur intimité. Et l'histoire n'est pas là pour juger de différentes façons et à différents niveaux. C'est ça qui est intéressant. Et l'accommodement peut faire partie d'une tactique de résistance. Vous voyez, un esclave qui va accepter peut-être d'être esclave, mais qui va en fait moins travailler, préserver ses forces dans la journée, pour le soir travailler sur son lopin de terre, parce qu'il va vendre ses tomates, ses brinjelles, puisqu'il a le droit de le faire le dimanche, pour se constituer un pécule et demander son affranchissement un jour. Cette tactique, elle est aussi importante à étudier que l'esclave, effectivement, qui refuse immédiatement son statut et qui va marronner dès qu'il arrive sur l'habitation du maître. Ce que je veux dire, c'est que je n'hierarchise pas dans les faits sociaux humains. Mhm. C'est-à-dire que moi, ce que je constate, c'est que ce que nos ancêtres ont su préserver, c'est leur humanité. Et ça, à mon avis, c'est ce qu'il y a de plus passionnant à étudier. Merci beaucoup Bruno pour ton temps et au-delà de ça, pour ton travail de manière générale dans ce livre et dans tes précédents ouvrages. On continuera de le suivre, bien sûr, et de le relier sur Bas de Carré. On arrive du coup aux questions de fin qu'on pose toujours à la fin de nos interviews. La première question, c'est est-ce qu'il y a un Réunionnais ou une Réunionnaise qu'on devrait tous connaître? Oh, il y en a beaucoup. Beaucoup. Mais si je dois en citer un, d'ailleurs, je pourrais citer tous nos illustres ancêtres esclaves qui ont résisté, ces grands marrons, ces femmes, ces hommes qui ont résisté. Mais puisqu'on reste sur le registre de l'histoire, je citerai Soudel Fouma, qui a quand même été le grand professeur réunionnais, qui a lancé vraiment tous les grands jalons de l'histoire de l'esclavage à la Réunion et de l'engagisme. Voilà, pour rester sur mon registre, je citerai Soudel, mais j'aurais pu en citer beaucoup, beaucoup d'autres. Merci. Est-ce qu'il y a une expression créole que tu aimes et que tu souhaiterais nous partager? Oh oui, il y en a plein, mais il y en a une que j'aime bien, c'est une expression créole, Tiache, il coupe gros bois. Bon, celle-là, je l'aime beaucoup parce qu'au fond, je pense qu'elle résume assez bien mon itinéraire ou l'itinéraire de nombreux Réunionnais. Et oui, c'est par un travail de fond, de fond, de fond et de fond qu'on arrive à se constituer effectivement à un moment, à pouvoir effectivement développer, synthétiser au mieux une recherche. Et aujourd'hui, il faut que les Réunionnais et les Réunionnaises se lancent, poursuivre la recherche en sciences humaines et en sciences sociales. Il y a de nombreuses choses encore à étudier à La Réunion. Et enfin, la dernière question, est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations de Réunionnais? Oh, je ne me permettrai pas, mais alors on aurait plein, mais ce que je veux dire, c'est que il faut que les Réunionnais
investissent eux-mêmes la recherche. C'est à nous aussi, je ne dis pas que la recherche en histoire sur l'histoire de la Réunion ne doit être faite que par des Réunionnais, mais c'est quand même d'abord à nous de faire cette recherche. Pourquoi ? Parce que ça nous concerne d'abord, en premier lieu, et puis on a tous une sensibilité qui va forcément apparaître dans l'écriture de l'histoire. Et je pense que c'est important. Je pense que c'est important pour consacrer une histoire subalterniste comme la mienne. Je pense qu'il faut être un Réunionnais au bout du compte. Et mettre en avant les luttes des Réunionnais à travers l'histoire, mettre en avant les pratiques sociales, les expressions culturelles et culturelles qui viennent d'Afrique, de Madagascar et d'Inde, qui consacrent notre culture réunionnaise, c'est vrai. Je pense que c'est sans doute d'abord un Réunionnais qui pourra le faire, un Réunionnais ou une Réunionnaise qui pourront le faire. Et c'est pour ça que je les invite à investir la recherche en sciences humaines et en sciences sociales sur notre île. Et puis même quand on n'est pas du métier, ça peut commencer par demander à nos parents, demander à nos grands-mônes, à nos pépé-mémés comment c'était la Réunion avant et faire ce travail-là de mémoire qui est important. Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat pour faire de l'histoire. Cyril Lionel James, qui a écrit en 1938 le fameux livre Les Jacobins Noirs, qui est un livre qui va bouleverser l'historiographie, n'était pas historien. Et il a écrit ce livre hyper important que tous les historiens lisent, qui est très bien écrit, très bien documenté. Et voilà, on peut être un grand historien sans avoir fait des études d'histoire. Il y a une méthodologie à acquérir, il y a un sens critique, une connaissance des sources. Je dirais que c'est mieux de faire des études d'histoire. Mais j'ai envie de dire, voilà, déjà, il n'y a pas d'âge pour s'y lancer. Et surtout, à partir du moment où on fait preuve de rigueur scientifique, on peut, encore une fois, participer à échafauder, vous voyez, cette construction-là qu'on est en train de mettre en place sur l'histoire de notre île. Voilà. Merci beaucoup, Bruno. Je recite ton livre, donc La vie des esclaves en prison, par les éditions Plomb. Je te remercie encore pour ton temps, et puis à très bientôt peut-être. À bientôt, Mathieu. Bonne journée. On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à @bat_kare. Un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Allez, on la retrouve ?